personne n'a gardé le masque en fait maintenant. Bien, eh bien, bienvenue pour ce troisième mardi de la mer de notre session académique 2021-2022. C'est une séance assez particulière puisque d'une part, nous avons plusieurs orateurs et une animation assurée par José-Manuel Lamarque. Et puis, il nous manque Christian Buchet, mais Christian m'a demandé d'une part de l'excuser et d'autre part de vous annoncer qu'il avait prévu un petit message qui va passer maintenant. Donc, à vous la régie. Bonsoir à chacun. Je tenais à intervenir quelques instants pour vous demander de bien vouloir excuser mon absence ce soir pour la bonne cause, puisque je suis au même moment en train de vendre la mer dans un pays étranger et à travers la mer les formidables travaux d'Océanide. Je le regrette d'autant plus que pour être membre de l'Académie de Marine, et je le tiens à le dire, c'est l'institution qui me tient le plus à cœur. Je me réjouissais beaucoup de ce mardi de la mer posé cette année, en cette année de refondation du centenaire de la refondation de l'Académie de Marine. Je suis très heureux que l'Institut français de la mer, l'Institut catholique s'associent à ces cérémonie, et je suis tout particulièrement heureux de faire découvrir dans cette enceinte aux étudiants qui ont déjà entendu parler de l'Académie de Marine ce qu'est cette institution centenaire, presque bicentenaire, qui d'une part s'inscrit dans un héritage extraordinaire dans le passé, qui s'inscrit dans l'histoire et qui nous ouvre les portes de l'avenir à travers toutes les spécificités des 78 membres qui la composent. Alors très bonne soirée à chacun et à très bientôt, la joie de vous retrouver. Voilà, alors donc une séance assez particulière puisque notre thème c'est l'Académie de Marine au cœur des enjeux des océans, mais l'objectif de cette session telle qu'on l'a imaginée avec Christian Buchet, c'est que vous tous, les jeunes qui êtes là, pendant les 30 ou 40 ans à venir, tous les matins en vous rasant ou en vous maquillant, vous vous disiez « je travaille pour être à l'Académie de Marine quand ma carrière sera suffisamment avancée ». Donc voilà notre thème d'aujourd'hui et comme d'habitude je vais présenter un intervenant et puis José-Manuel présentera les autres, mais il est de tradition que je présente les intervenants, donc notre animateur José-Manuel Lamarque. Pour faire très court, je dirais simplement, José-Manuel, que vous êtes grand reporter, spécialiste de géopolitique, en particulier de la mer, des océans et des civilisations pan-européennes, que vous êtes auditeur IHEDN et officier de réserve de la Marine nationale. Pour compléter un tout petit peu, j'ajouterai que vous êtes chroniqueur, que vous êtes membre de la Société des explorateurs français, que vous êtes intervenant à l'ENA et à Sciences Po, que vous êtes écrivain, que vous êtes auteur entre autres d'un manifeste pour en finir avec la pensée unique et d'un petit dictionnaire insolite du basque et des basques, et puis surtout que vous êtes bienveillant, disponible pour toujours donner un coup de main, pour organiser et animer un colloque, une table ronde, un débat sur les sujets maritimes. Vous êtes, José-Manuel, un ami précieux. Merci d'être là ce soir. Merci, Driblier. Je voudrais bien savoir qui a répondu au coup de fil de Driblier pour avoir dit autant de bêtises. Je ne sais pas qui vous avez appelé, mais il faut que je le rencontre ou la rencontre, hein, parce que franchement... En tout cas, moi, merci beaucoup de m'accueillir à l'Académie de Marine comme modérateur, bien évidemment. Et bien évidemment, nous allons proposer l'ouverture de ce débat, tout d'abord au président Xavier de Lagorce. Président, parlez-nous de l'Académie de Marine, s'il vous plaît. Je voudrais remercier l'Institut catholique et
Christian Buchet et Eudes Riblier de nous accueillir ce soir. Remercier les jeunes qui sont là, enfin en particulier les jeunes, mais aussi les moins jeunes, pour essayer de faire découvrir en quelques dizaines de minutes ce qu'est l'Académie de Marine en 2021. Alors, je suis entouré de deux autres membres de l'Académie qui vous se présenteront, ils vous diront qui ils sont, ce qu'ils ont fait, des parcours tout à fait étonnants, des parcours exceptionnels qui illustrent, et j'espère vous en convaincre, la diversité et des expériences des membres de l'Académie. Alors l'Académie, c'est quoi? D'abord, c'est une société savante. Société savante, comme il y en a un certain nombre, qui a été créée sous Louis XV en 1753. Elle est venue cette création est venue suite aux interrogations, aux inquiétudes que, comment dirais-je, qui interpellaient un certain nombre de marins, d'officiers de marine qui étaient installés à Brest et qui trouvaient qu'on était, sans jeu de mots, au creux de la vague de la pensée maritime. Et donc ils se sont réunis et ils ont travaillé, ils ont réfléchi à ce que pourrait être une politique maritime de la France. C'est un débat que l'on connaît toujours, avec des hauts et des bas, mais c'est un vrai sujet qui a interpellé ces officiers de marine. Et puis, des choses se sont organisées, l'Académie de marine est née et est devenue royale quelques années plus tard, comme nombre d'autres académies. Et puis, il lui arrivera grand malheur en 1793, sous la Convention, où toutes ces académies royales ont disparu. L'Académie, on a tenté, les uns ou les autres, de la recréer au XIXe siècle. Il y a eu plusieurs tentatives, certaines très avancées, et puis les choses ne se sont pas faites. Et ce n'est qu'en 1921 que l'Académie de marine, on a dit tout à l'heure refondée, c'est un mot que j'aime pas trop, ça fait un peu travaux publics, ça fait bâtiment. Je préfère le mot renaissance, puisqu'elle était morte, elle renaît en 1921. Et il y a eu à cette occasion, mais on en reparlera, une grande séance de recréation, de renaissance qui s'est tenue à la Sorbonne, dans l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne. Et je ne vous dis pas ça par hasard, le 28 octobre 1921, et cette année, le 28 octobre 2021, nous avons fêté au même endroit, à la même heure et le même jour, ou le même jour et à la même heure, le 100e anniversaire de la renaissance de l'Académie de marine. En 1921, le président de la République était là, la ministre de la mer était là, le ministre de la Marine était là, d'anciens ministres de la Marine étaient là, et puis toute une grande quantité de personnalités. Et cette année, nous avons, donc, à l'occasion de la séance du 28 octobre, en présence de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, en présence du prince Albert, dont on commémore le décès du trisaïeul il y a 100 ans également, au cours de l'année 2022. Donc il y a une convergence de dates. D'ailleurs, je mentionne que le prince Albert II est par ailleurs membre associé de l'Académie de marine. Et nous avons donc célébré cette renaissance. Alors, l'Académie de marine, c'est, entre guillemets, physiquement quoi? C'est 78 membres, Christian Buchet l'a évoqué, c'est 130 auditeurs permanents, des auditeurs qui sont des personnalités qui se joignent à nos débats, à nos manifestations, donc ces invités permanents. Et puis c'est aussi un chiffre qui oscille selon les temps entre 10 et 20 membres associés qui sont des personnalités étrangères, dont le prince Albert de Monaco.
L'Académie est structurée, je crois que c'est important pour essayer de comprendre la suite, est structurée en 6 sections. Vous avez une section marine militaire, qui est essentiellement composée d'amiraux, 4, 5 étoiles, 2 étoiles, mais enfin souvent 4 et 5 étoiles, anciens chefs d'état-major, anciens préfets maritimes, anciens chefs d'état-major des armées, anciens major général des armées, donc des personnalités militaires qui ont une très grande expérience maritime dans leur domaine, et pas seulement maritime, puisque quand on arrive à ces niveaux de responsabilité, on élargit son spectre à la diplomatie, on l'élargit à la politique, on l'élargit à d'autres disciplines qui permettent d'appréhender la chose maritime dans son ensemble. Donc marine militaire. Marine marchande, pêche et plaisance, ça dit ce que ça veut dire. On y trouve naturellement armateur à la pêche, on y trouve armateur au transport, on y trouve des représentants du milieu de la pêche, bien sûr, des représentants du milieu de la plaisance. C'est une section qui, c'est un peu toute comparaison possible, le pendant de la section marine militaire. Nous avons une section navigation océanologie. Navigation océanologie. En particulier avec des océanographes. Nous avons une section sciences et techniques. Sciences et techniques, ce sont des ingénieurs. Et là, multiples polytechniciens, j'en ai un à gauche. Sciences et techniques, il vous en parlera mieux que moi tout à l'heure. Une section histoire, lettres et arts. C'est intéressant parce que vous avez là-dedans des peintres de la marine, vous avez des historiens de la marine, section histoire, lettres et arts. Et c'est un autre milieu, mais c'est une même passion, c'est-à-dire celle de la mer. Et puis enfin, vous avez une section droit économie, vous avez des juristes et des représentants de l'économie, puisque ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, la dimension aussi bien économique que juridique des problèmes de la mer est évidemment un sujet essentiel et en plus complètement d'actualité. Alors, nos travaux se déroulent comment? Nos travaux se déroulent par des conférences sur un certain nombre de sujets maritimes, bien sûr, avec des conférenciers extérieurs, sous forme de voyages d'études, sous forme de publications, donc de manière à participer à la réflexion sur des enjeux maritimes. Je voudrais insister sur ces deux mots, enjeux maritimes. Quelle est aujourd'hui la mission en 2021, au moment où nous parlons, la mission de l'Académie de marine? C'est de faire mieux connaître, de participer à faire mieux connaître la mer, les océans et leurs enjeux. Alors je dis participer, pourquoi? Parce que s'intéressent à la mer aujourd'hui de multiples organisations, de multiples cercles de réflexion, cercles d'activités. Alors, cette activité, je dirais, le cluster maritime que tout le monde connaît, qui s'est trouvé en 15 ans une place éminente dans le domaine de l'équipement maritime. On a l'Institut français de la mer, on a des think tanks comme ça, on a naturellement le Centre d'études stratégiques de la marine, on a des universitaires. Il y a plein de gens qui réfléchissent, on a ici à la Cato, et vous le savez mieux que moi, il y a plein de gens qui réfléchissent et qui travaillent sur ces sujets, donc de meilleure connaissance de la mer, meilleure connaissance des océans et la mesure des enjeux. Et là, je me permets d'insister sur le mot enjeu. Je suis très frappé par une chose, que j'aurais tendance à appeler le triple salto. Le premier salto, je l'ai évoqué dans les années 1750, une marine qui n'existait pas ou qui n'existait plus et qui, en tout cas, était très insuffisante par rapport au rayonnement que souhaitait et que méritait un pays comme la France à cette époque-là. Et puis, au sortir de la guerre, 1921, un deuxième salto, c'est-à-dire la marine complètement laminée au cours de la Première Guerre mondiale,
Et le monde maritime, et singulièrement d'ailleurs le monde de la marine militaire, s'inquiétait de cette perte de conscience maritime. On disait, mais qu'est-ce que c'est qu'un grand pays s'il n'est pas maritime? Qu'est-ce que c'est qu'un grand pays s'il n'a pas une flotte? Et ils se sont battus pour ça, et ça a été un travail, une démarche importante qui a été engagée à partir de 1921. Et puis, puisqu'on est en 2021, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Moi, je suis extrêmement frappé par ça. D'abord, on a un président de la République, vous savez, il y a 2 ans maintenant, 2019, qui, à Montpellier, avait déclaré « Le 21e siècle sera maritime ». Moi, c'est la première fois que j'entends un président de la République dire ça. J'en ai connu un certain nombre, et c'est la première fois. Et qui le dit avec conviction, et qui l'a longuement développé. Si vous vous référez au discours de Montpellier, on trouve ça sur Internet, c'est tout le développement qu'il a fait sur la mer et sur ses enjeux, et pas seulement les enjeux militaires, montre qu'il y a une véritable prise de conscience au niveau politique le plus élevé des enjeux maritimes. La création d'un ministère de la mer est un peu rentrée d'ailleurs dans ce schéma-là. Donc, et à l'occasion de la séance anniversaire du 28 octobre, le président de la République nous a délivré un long message de reconnaissance, d'encouragement, en disant allez-y avec tous vos partenaires qui labourent, si j'ose dire, le terrain maritime, allez-y avec la jeunesse, avec ceux qui ont plus d'expérience, avec les différentes composantes, les différents métiers, les différentes façons d'entrer dans le domaine maritime. Et pas seulement national, européen, international. Les marins qui sont là, ceux parmi nous, pourraient vous dire que les problèmes maritimes français, on peut avoir une politique maritime française, bien sûr. J'avais, quand j'étais secrétaire général de la mer, avec le successeur du commissariat général au plan et le prédécesseur de France Stratégie, on avait dit une ambition française pour la mer. Je crois que ça s'appelait comme ça. On a fait un rapport qu'on avait remis au Premier ministre, et c'est toujours vrai. Il y a une ambition. Mais l'ambition, il faut qu'elle soit nationale, mais l'ambition ne peut pas ne pas tenir compte d'une ambition européenne et d'une ambition planétaire. En tout cas, d'une prise en compte de la dimension planétaire des problèmes maritimes. Alors, je vais le prendre juste à titre d'illustration, mais on va le développer. Aujourd'hui, et je dis profondément comme je le pense, l'enjeu majeur, c'est le réchauffement climatique. C'est dramatique. C'est dramatique. Alors, le GIEC nous apporte des informations, tire la sonnette d'alarme. On se réunit à Glasgow, on fait des promesses qui seront plus ou moins tenues comme les autres, des engagements plus ou moins incertains. Bon, des choses se feront. Mais si vous voulez, je suis très préoccupé par ça, parce qu'elles ne se feront pas au rythme qui est nécessaire. Et même si elles se faisaient au rythme nécessaire, la montée du réchauffement est pour l'instant et durablement inéluctable. Donc c'est gravissime. C'est un problème planétaire. Et il faut que tout le monde s'y mette, pas seulement l'Occident, il faut que les Chinois s'y mettent, les États-Unis, l'Inde, etc. Si on veut essayer de limiter les dégâts. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Il y a un autre enjeu, c'est la géostratégie. Alors, d'autres en parleraient mieux que moi. Chez nous, la section marine militaire, qui d'ailleurs va organiser au mois de janvier un colloque, une rencontre, on appelle ça une rencontre, au Val-de-Grâce, sur le sujet de la géostratégie. C'est un vrai sujet, c'est un sujet en mer de Chine, on le lit tous les jours, c'est un sujet en Méditerranée orientale, c'est un sujet au large de l'Afrique, c'est un sujet partout. Donc la géostratégie, et c'est pour ça d'ailleurs, j'ai écouté attentivement le chef d'état-major de la marine quand il est venu ici, il a fait un exposé extrêmement brillant. Et qu'est-ce qu'il nous a expliqué? Et c'était le plus légitime à expliquer ça, c'est de dire donnons-nous les moyens. Donnons-nous les moyens. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens.
Je ne vous dirai pas les confidences qu'il a pu me faire comme ça, en tête-à-tête, mais il y a une vraie inquiétude des marins sur... alors on peut parler de la surveillance de nos zones exclusives, bien sûr, et avec quels moyens? On peut parler de la malheureuse affaire des Australiens qui ont changé de pied, si j'ose dire, dans leur approche géostratégique des problèmes indo-pacifiques. Alors on peut en parler à l'infini. Et Alain Bovisch, qui est à côté de moi, l'amiral Odo de Dainville, qui est parmi vous, pourrait en parler longuement. Ils ont un article dans Le Monde à ce sujet-là. Ils ont expliqué des données de leur analyse de la question sur laquelle on a lu beaucoup de choses, mais j'ai entendu et j'ai lu sous leur plume des choses que je n'avais lues nulle part ailleurs. Et puis le troisième enjeu, il est économique. Alors c'est lié, c'est économique, c'est lié au transport, c'est lié à la science, c'est lié à la recherche, c'est lié à l'exploitation des grands fonds. Si je dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que, et je reviens à l'Académie de Marine, elle a, du fait de sa composition, elle a des compétences, elle ne travaille pas en tuyau d'orgue, en tout cas le moins possible en tuyau d'orgue, parce que les problèmes maritimes ne sont pas en tuyau d'orgue, ils sont transversaux. Or, les analyses que l'on peut faire, la recherche de la connaissance de la mer, la compréhension des enjeux maritimes, c'est transversal, et c'est complètement transversal. Donc il y a un volet, c'est jamais sur un seul tuyau. C'est environnemental, économique, c'est économique, scientifique, c'est scientifique, sécuritaire, c'est sécuritaire, sûreté, c'est voilà, ces enjeux qui sont croisés. Et l'Académie, par l'expérience de ses membres, par leur passé, par leur recul aussi par rapport à l'actualité, si je veux dire, est autorisée à émettre des avis, à produire des études avec le recul qui va bien pour, j'allais dire, sereinement, sans parti pris, sans esprit de chapelle, pour faire l'état des enjeux, présenter les enjeux. Voilà. Et je crois que dans le monde maritime, on dit, il y avait eu tout un colloque, enfin pas un colloque, une séance organisée par l'Institut français de la mer sur la solidarité des gens de mer. Est-ce que ça existe? Alors, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est un vrai débat et je peux vous en parler pendant longtemps. J'ai été président des sauveteurs en mer pendant 5 ans, 6 ans même. Solidarité des gens de mer, je sais ce que ça veut dire, mais je sais aussi ce que ça ne veut pas dire. Donc, eh bien, on a vu à ce moment-là, si vous voulez, comment dirais-je, l'intérêt de cette solidarité, et les gens de mer, en tout cas ceux qui réfléchissent, ceux qui travaillent, ceux qui essaient d'identifier les problèmes, d'identifier les solutions, la solidarité joue. C'est-à-dire aucun de ces organismes n'est propriétaire, personne n'est propriétaire de la mer. Et personne n'est propriétaire de voilà, ce que c'est que la mer. Et moi je dis que, et moi je dis que, et moi je dis que. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est transversal. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en ouverture. L'Académie aujourd'hui a... Enfin, je voudrais qu'on est parti sur une révolution calme et sereine, mais une révolution dans la mesure où nous voilà installés à l'hôtel de la Marine, lieu prestigieux s'il en est, et on est les seules institutions, la seule institution, avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, à être installée à l'hôtel de la Marine. Ça résulte des travaux de la commission Giscard d'Estaing et proposition qui a été validée par les 2 présidents de la République suivants, y compris l'actuel. Donc c'est un lieu emblématique, j'allais dire, qui donne ouvert sur la ville et qui est un magnifique endroit pour, en s'appuyant sur la mémoire, je suis trop long, je vais m'arrêter. Bon, mais je le dis avec enthousiasme parce que c'est vrai. Et puis le deuxième ferment de cette, entre guillemets, révolution de velours,
c'est précisément le 100e anniversaire de la renaissance de l'Académie. Je suis trop long, hein. Merci, Président Xavier de la Gorce. Vous n'êtes pas trop long parce que vous allez rester avec nous dans le débat, donc vous allez rester. Petit point très important, pourquoi la France, pourquoi l'Académie de la mer? Il ne faut pas oublier que la France est le 2e territoire maritime au monde, hein. C'est 11 millions de kilomètres carrés. Quand vous comptez tous les ultramarins français, eh bien on arrive à 11 millions de kilomètres carrés. Donc nous sommes sûrement les premiers concernés pour cet avenir de l'océan, des mers. Vous avez parlé des grands défis environnementaux, on va en parler. L'économie bleue, la géostratégie, la géopolitique des mers aussi, peut-être le concept de l'océanosphère. Si j'aimerais un petit peu parler de l'Académie de Marine avant de présenter nos intervenants, ce que j'ai compris, c'est qu'elle est incontournable dans le débat maritime parce qu'elle se saisit des grands problèmes du moment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une société scientifique, mais elle n'est pas confidentielle, c'est pas hermétique, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. 2 intervenants avec nous. On va commencer par Pascale Delécluse, Madame Pascale Delécluse, qui est vous êtes physicienne et vous êtes océanographe. Alors, vous avez commis une thèse, vous allez nous expliquer, hein, parce que là, c'est du lourd. La modélisation océanique. Qu'est-ce que c'est que la modélisation océanique? Après, Alain Bovis, ça sera à vous. Pascale Delécluse, modélisation océanique. Voilà, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai découvert que j'ai fait des études de physique et j'ai découvert lors de mes études qu'en fait les équations de physique que je manipulais, elles pouvaient s'appliquer à l'océan comme à l'atmosphère, aux grands fluides de la planète. Et ça m'a permis de dire, bon ben, finalement, je ne vais pas être physicienne théoricienne, je ne vais pas m'occuper de physique théorique, je ne vais pas m'occuper d'astronomie, mais je vais m'occuper des fluides de la planète, et en particulier de l'océan. Donc de rejoindre cet amour que j'avais pour l'océan, que j'avais depuis longtemps. Et ça a été formidable. Et ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que c'était l'époque où les progrès technologiques ont vraiment accéléré et on a pu avoir des capacités de calcul qui ont vraiment décuplé en quelques années. Alors, le sujet de thèse qui m'a été proposé, ça a été de décrire un premier modèle de comportement de l'océan. Donc ça consiste à prendre, bon, on connaissait déjà les équations qui régissent les mouvements océaniques, donc ce qu'il fallait après, c'est à partir de ces équations, écrire un algorithme, un code numérique qui soit capable de regarder comment l'océan évolue en fonction. Alors bien sûr, les premiers modèles qu'on a fait, l'océan c'était une couche, c'était des modèles carrés, après ça a été rectangulaire, puis après on a ajouté des couches au fur et à mesure. Et quelques années plus tard, avec la puissance de calcul qui augmentait, on a pu prendre en compte des phénomènes de plus en plus complexes au niveau du comportement de la dynamique océanique, et on en est venu à écrire des modèles qui étaient comparables, enfin qu'on pouvait comparer aux observations. Alors bien sûr, nos modèles ont mis très très longtemps à être capables de représenter ce que les observations indiquaient, mais finalement, aujourd'hui, on en est au point où on est capable de faire de la prévision océanique en utilisant ces modèles qui maintenant ont des résolutions extraordinaires de quelques kilomètres à l'échelle de la planète et en injectant des observations dans ces modèles comme on le fait en prévision météorologique. Donc j'ai eu la chance d'être au moment où cette nouvelle opportunité s'ouvrait. J'ai créé une équipe de recherche qui a développé un modèle d'océan. Et ce modèle d'océan a servi de base au modèle de prévision océanique qui est aujourd'hui utilisé au niveau européen. Oui, il faut rappeler que vous êtes membre du CNRS, vous avez aussi été à la tête de Météo France, on peut nous parler de la météo. Dans quelle section de l'Académie êtes-vous? Alors, il y en a 6. Oui, je suis dans la section de navigation océanologie. 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 On va y revenir. À côté de moi, le vice-président de l'Académie de Marine, Alain Bovis. Alors vous n'aimez pas qu'on parle de vous, mais c'est ce qui fait votre charme et votre intérêt. En réalité, bon, vous êtes ingénieur, vous êtes ce qu'on appelle un X-mer, vous avez fait Polytechnique, vous êtes un architecte naval et aussi un chef d'entreprise. Hein, vous avez dirigé des entreprises donc, de construction navale militaire, spécialiste des sous-marins. Dans quelle section êtes-vous, Alain Bovis? Alors, je suis naturellement dans la section sciences et techniques qui rassemble
un certain nombre d'ingénieurs au sein de l'Académie. Alors, nous avons on a 3 thèmes dans un seul thème, le temps que nous allons passer ensemble grâce à l'Académie marine. Les grands défis environnementaux de l'océan, mais tout ça est concomitant à l'économie bleue, parce que l'économie bleue, c'est l'économie de la mer, l'économie des océans, l'économie de l'avenir, justement, dans ce secteur-là. Et puis, la géostratégie, moi, j'y recollerai un petit peu aussi la géopolitique, parce que les premiers maîtres de la géopolitique au XIXe siècle avaient dit que celui qui détient les mers détient le monde. Comment vous voyez ça, Alain Bovich? Je commence par vous. Bien, écoutez, ces trois sujets sont étroitement imbriqués, puisque bien évidemment la mer est un milieu essentiel pour notre économie, pour notre vie du quotidien. 80% du commerce mondial se fait par la mer. 97% des liaisons Internet se font sous la mer par des câbles sous-marins. Donc la mer est essentielle à notre économie et à notre vie quotidienne. Mais cette mer, il nous faut aussi la protéger. Et pour la protéger, il faut la connaître. D'où les travaux scientifiques d'océanologie en particulier. Et puis tout ça, forcément, ça crée des tensions. Des grandes tensions et des tensions qui sont à venir et que l'on entend, que l'on prévoit. La submergence d'un certain nombre de territoires dans l'avenir va créer des tensions encore plus fortes. Donc, les problèmes géopolitiques et géostratégiques sont aussi imbriqués. Donc on ne peut pas aborder un problème parmi ces 3, et on pourrait en citer d'autres, mais parmi ces 3, on ne peut pas aborder un seul problème sans considérer les 2 autres. Donc voilà pourquoi une vision transverse et multidisciplinaire est absolument nécessaire pour comprendre et maîtriser ces enjeux. Et vous avez raison en disant que c'est l'actualité, parce que normalement, le 12 décembre, nous avons un référendum en Nouvelle-Calédonie, qui pour l'instant est refusé par les partis indépendantistes. Mais la Nouvelle-Calédonie, quand on parle aux responsables de la Marine nationale en Nouvelle-Calédonie, ils nous parlent de son travail sur ce territoire maritime immense, parce que c'est le Pacifique. Mais attention, dans le Pacifique, eux travaillent avec les Australiens, justement, pour le contrôle de cette partie du Pacifique. Donc voilà, là, il y a un enjeu politique. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ça montre bien, justement, que les enjeux géopolitiques, géostratégiques de l'avenir vont être très importants. Alors, je vois le président qui commence à s'avancer du micro. Je tiens à vous dire une chose, il prend la parole quand il veut. C'est normal, c'est le président. Mais si vous permettez, président Xavier Delagorce, il faudrait demander à Pascal Delécluze, justement, pour vous, ces 3 thèmes que nous abordons. Très vite, dans la connaissance de l'océan, on s'aperçoit que aborder l'océan, ça demande à parler avec tout un tas d'autres mondes. Au niveau des grandes campagnes océaniques, aujourd'hui, la plupart du temps, elles sont conçues au niveau international. Donc là, on est obligé de le faire en alliance avec d'autres pays. On doit réfléchir ensemble. On a des calendriers d'expérience pour, par exemple, quand on veut regarder ce qui se passe dans l'océan Atlantique, eh bien, on se concerte avec les Européens, on se concerte avec les Américains, avec les Canadiens. On regarde des 2 côtés, on essaie d'avoir une approche partagée de ce domaine qui est immense, parce que l'océan nous échappe encore tellement dans sa connaissance que les 3/4 des programmes d'observation se font en bonne alliance au niveau international. Alors bien sûr, on est quelquefois un peu rivaux, mais au niveau des moyens d'observation, au niveau des moyens de compréhension, il y a vraiment un partage qui est extrêmement important. Donc l'océan, stratégiquement, il est au cœur de nos débats. Et ce que l'on voit aussi, c'est que, et ce qu'on a vu, je parle là de mon expérience personnelle, c'est qu'on ne pouvait pas comprendre l'océan, que l'océan physique. Il fallait considérer également sa chimie, sa biologie, tout le vivant qui était imbriqué dans l'océan. Et au-delà, il fallait comprendre l'atmosphère, parce qu'il communique constamment avec l'atmosphère. Il fallait comprendre également les surfaces continentales, parce qu'il reçoit des surfaces continentales, tous ces flux en matière d'eau, de matière et tout. Donc on est obligé d'avoir une expérience qui est totalement transversale, et transversale au-delà de la science, de tous les usagers, également utilisateurs, qui marquent l'océan, qui le transforment sous nos yeux. Et il faut tenir compte de tous ces facteurs-là pour arriver à en comprendre le comportement. Alors justement, le transversal, je prends 2 exemples, la COP21, la COP26. On a attendu la déclaration pour la mer, la COP26. La COP21, il y a longtemps maintenant, on avait quelque part oublié l'océan. C'est un monsieur qui s'appelle Francis Valla, qui était monté au créneau en disant « Mais dites donc, l'océan, il ne faut quand même pas l'oublier. » Justement,
Dans cette transversalité, quand on étudie l'océan, je travaille, moi, dans les questions maritimes. Là, il y a les scientifiques, il y a les économistes, il y a les ingénieurs, les juristes, les hommes d'affaires, bien sûr, les chefs d'entreprise, les transporteurs, etc. On note une chose dans cette défense de l'océan sur son futur, pour l'environnement, pour l'économie bleue, pour la géostratégie. Question à Xavier de Lagorce. Êtes-vous d'accord quand Jacques Rougerie, l'académicien et architecte marin, même sous-marin, quand il dit il y a des terriens et des terriennes, il y a des mériens et des mériennes? La formule n'est pas belle, parce que le mot mérien, c'est pas très joli. Pardon. La formule est intéressante, elle n'est pas jolie phonétiquement, parce que mérien, ça sonne pas bien à l'oreille. Je crois que la réponse à la question, on peut plus raisonner de manière aussi catégorique. Bon, il le fait exprès, il le fait sciemment, mais il le fait pour qu'on prenne conscience. Il le fait pour faire prendre conscience, exactement. On connaît tous l'histoire des Français qui tournent le dos à la mer. Ça, c'est Éric Tabarly. Écoutez-moi, pour être très impliqué là-dedans depuis une quinzaine d'années, je pense que j'ai vu l'évolution en 15 ans. J'ai vu l'évolution. Les Français, on ne peut plus dire que les Français tournent le dos à la mer, et sauf à être démenti, je ne pense pas que les jeunes aient le dos tourné à la mer. L'aurait-il que ce serait préoccupant? Parce que je ne sais pas si l'avenir de l'homme est dans la mer, mais en tout cas, on ne peut pas sans compter sur la mer. Ça n'est pas possible. Donc, il faut qu'on tourne nos regards vers la mer, il faut qu'on porte intérêt à la mer. Quand on parle de puits de carbone, quand on parle, enfin, là, des scientifiques en parlaient beaucoup mieux que moi. Je crois que Mme Delecluse a fait partie des travaux du GIEC. Bon, donc elle peut Plusieurs fois. Donc elle peut en parler à l'infini. Vraiment, ce regard vers la mer. Qu'est-ce qui se passe? On a parlé du transport maritime, on a parlé du réchauffement climatique, on a parlé des menaces de sûreté ou de sécurité, on a parlé des promesses scientifiques, mais des risques aussi, des problèmes d'environnement marin qui sont des préoccupations, des problèmes juridiques. On a reçu récemment chez nous, comme membre, l'ancien ambassadeur des océans. Ambassadeur des océans, qui a été, et qui est toujours, je crois d'ailleurs, un des négociateurs très actifs de l'accord du BNJ sur la haute mer à l'ONU. Bon, voilà, donc on a chez nous, puis je reviens à l'académie, parce que le fond du sujet, c'est l'académie au cœur des enjeux maritimes. Et je crois que ma consoeur et mon confrère ont bien illustré cette richesse et cette complémentarité. Encore une fois, c'est pas en tuyau d'orgue, c'est en transversal. Et avec un très haut niveau de qualification. Mais justement, Alain Bouvis, merci Xavier de Lagorce. Vous, l'ingénieur, le chef d'entreprise, on va dire entre guillemets, technicien, architecte naval, on parle d'économie bleue. Ça fait très peu de temps qu'on en parle, cette prise de conscience. Ça fait très peu de temps qu'on en parle, ça fait des millénaires qu'on la pratique. Le transport maritime est quelque chose qui ne date pas d'hier. Épithéas nous l'avait prouvé. Et qui a toujours eu une importance primordiale, même si elle n'était pas reconnue à la hauteur de ce qu'elle méritait, en tout cas dans ce pays. D'autres, comme l'Angleterre, ont toujours attaché une beaucoup plus grande importance. Attendez là, moi je vous coupe. Différence Angleterre-France. On va revenir sur ce que vous dites, mais ça c'est très intéressant, il faut nous l'expliquer. La différence, c'est que, comme on dit, l'Angleterre est une île entourée d'eau de toutes parts. Et commerçante. Donc ça conduit l'ensemble de son destin. La situation de la France géographique et historique est beaucoup plus complexe et il est évident qu'on ne pouvait pas accorder une place aussi importante aux océans que les Anglais ont pu le faire dans leur histoire.
Bon, il n'empêche, aujourd'hui, on est tous sur la même planète, les problèmes sont planétaires, les enjeux sont planétaires, et on doit tous travailler là-dessus, et en particulier sur les problèmes liés à l'océan. Vous qui avez été un chef d'entreprise, qu'est-ce que c'est que l'économie bleue? On en parle depuis très peu de temps, je reviens sur ma question, mais c'est quoi? L'économie bleue, c'est complexe et ça a beaucoup d'aspects différents. Alors, premier aspect, j'y reviens encore, c'est le transport maritime. C'est évidemment vital. Le transport maritime, c'est pas simplement des bateaux. Le transport maritime, c'est des ports. Le transport maritime, ça se prolonge dans les terres avec le transport fluvial et tous les autres modes qu'on appelle multimodaux qui viennent se brancher sur ce transport maritime. Donc, c'est tous les échanges, on peut dire, sur la planète qui sont dépendants du transport maritime. Derrière le transport maritime, il y a l'exploitation raisonnée, bien évidemment, en tout cas c'est l'objectif, de toutes les richesses de l'océan. Les richesses halieutiques, comme on dit, la pêche, qui nourrit une partie essentielle de l'humanité aujourd'hui, avec le développement de l'aquaculture, qui vient prendre la place de la pêche traditionnelle. La pharmacopée. Alors, ensuite, il y a les richesses biologiques, que l'on connaît très mal d'ailleurs, et qu'il faut que l'on identifie dans les algues, dans les micro-organismes, dans tout ce qui vit au sein de l'océan. Et puis, il y a les recherches minérales, les richesses minérales. Et en particulier, on parle beaucoup, le comité interministériel de la mer a mis ça dans les priorités au début de cette année, le président de la République l'a relancé dans son plan 2030, les grands fonds. Quel est l'intérêt des grands fonds? Les grands fonds, c'est un intérêt scientifique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on connaît moins bien les grands fonds maritimes qu'on ne connaît la surface de la Lune, voire peut-être demain la surface de Mars. Donc c'est quand même un paradoxe qu'il faut réparer. Mais au-delà de la connaissance, on sait qu'il y a dans les grands fonds des richesses biologiques et minérales absolument considérables. Et ça, il faudra trouver les moyens. Alors, quand j'étais jeune ingénieur, on parlait déjà d'aller chercher les nodules polymétalliques par 3000 mètres de fond. À l'époque, on manquait un petit peu de moyens technologiques pour le faire. Aujourd'hui, avec le développement notamment des robots, des engins autonomes, on a beaucoup plus de moyens pour aller explorer et exploiter ces grands fonds. Donc voilà, l'économie bleue, ça touche tous ces problèmes et c'est toute la richesse de l'avenir que l'on peut trouver dans ces domaines-là. Merci Alain Bovis. Pascal Delécluse, dans ces grands enjeux océanographiques du futur, Didier Lacroix vient de faire paraître un livre, là, chez Quae, qui est la montée des eaux, la mer, en 2100. Que va-t-il se passer? Les scientifiques du Plan Bleu ont tiré la sonnette d'alarme sur la Méditerranée. On parle beaucoup d'érosion, on parle beaucoup de submersion. Certains disent qu'en 2050, Bordeaux aura peut-être les pieds dans l'eau. Ça, c'est une réalité, c'est une réalité de l'avenir, une réalité de l'environnement. Je me souviens, dans les années 70, un promoteur immobilier disait « Achetez votre maison à tel endroit en vendant des pieds dans l'eau ». Maintenant, les gens ont vraiment les pieds dans l'eau. Ça, c'est clair. C'est une réalité, mais c'est une réalité... Là, il y a un message environnemental à faire passer, scientifique, aussi économique, politique. Vous qui êtes la spécialiste. Oui. La montée du niveau des mers est effectivement un sujet extrêmement complexe qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui continue à apporter des nouvelles connaissances constamment. Alors d'un côté, il y a, je dirais, la mise en évidence qui est totalement confirmée au niveau global que le niveau des mers augmente. On a les moyens de l'observer par les stations marégraphiques sur les différentes côtes et surtout par les satellites qui nous ont permis d'établir un signal cette fois-ci au niveau mondial. Et inexorablement, on voit que ce niveau des mers monte. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que la manifestation de sa montée va être extrêmement contrastée et variée suivant les régions. Dans certaines régions, même, notamment dans les régions du nord de l'Europe, où le socle continental est encore en train de se soulever en réaction à la dernière glaciation, eh bien, le niveau des mers ne monte pas vraiment, il continue à baisser. En revanche, dans certaines îles ou dans certaines régions,
on pourra avoir des îles qui seront totalement submergées, comme ça peut être le cas dans certaines îles du Pacifique. Dans le Pacifique, justement. Oui. Mais nous, par exemple, en France, c'est une évidence, il y aura montée des eaux. Il y aura montée des Je eaux. prends montée des eaux et érosion. Hein, souvent, ça va te perdre, parce que je prends un exemple. Les années 70, la plage au Pays Basque de Guétari avait une plage. Maintenant, il n'y a plus de plage. Alors, ce qui est là aussi, il va falloir travailler non seulement avec des scientifiques qui connaissent la montée du niveau des mers, mais il faut également travailler avec des personnes qui connaissent la morphologie du littoral, parce que suivant qu'on ait un littoral rocheux ou un littoral sableux, on va avoir des phénomènes d'érosion qui sont extrêmement différents. Il va falloir travailler également avec les personnes qui travaillent sur l'aménagement des territoires. Il va falloir prendre en conséquence les modifications de la circulation océanique à l'échelle régionale, parce que l'océan, un courant océanique, ça contribue à faire des marches, à faire des pentes au niveau de l'océan. Quand on traverse un grand courant, par exemple, comme le courant du Gulf Stream, eh bien, il y a 1 mètre de différence du niveau de la mer entre la droite et la gauche du Gulf Stream. Donc si ces régimes de grands courants se modifient, comme ils sont en train de se modifier d'ailleurs, on va avoir une répartition à l'échelle globale du niveau de la mer qui va déjà changer. Donc il faut regarder très spécifiquement qu'est-ce qui se passe. Et puis il faut tenir compte des enjeux de météorologie, parce que la météorologie également est en train de changer en même temps. Donc les régimes de pluie, les régimes de précipitation, tous les systèmes d'évacuation des fleuves qui arrivent dans l'océan vont se modifier. Dans une région comme la Gironde, on va avoir à la fois des phénomènes de crues qui vont arriver par l'intérieur, des phénomènes de montée des eaux qui vont arriver par l'estuaire, et ça peut provoquer un blocage complet de montée du niveau de la mer qui peut être catastrophique. L'exemple du bassin d'Arcachon, par exemple. Par exemple, oui. Oui, je sais. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que, hormis la question scientifique, votre observation, etc., quand vous parlez de l'aménagement du territoire, je ne sais pas, peut-être en 2050, 2060, on va dire peut-être à des propriétaires de maisons, à des villages, on va vous reculer. Vous ne pourrez pas rester là, vous aurez les pieds dans l'eau. Là, ça va engager les juristes, parce qu'au niveau de la propriété, on va dire, mais attendez, moi c'est ma maison, c'est mon terrain, comment je vais être reconnu? Qu'est-ce que vous allez me donner? Comment ça va se passer? Et qui plus est, pardonnez-moi, je prends encore 20 secondes, le dernier phénomène Covid, beaucoup de Parisiens sont partis sur la côte. Énormément de gens ont acheté le long de la côte atlantique. Mais maintenant, il y a une sorte de mur, d'immeubles, etc. Alors qu'il va falloir reculer tout le monde. Comment va-t-on faire? Oui. Ça aussi, ça va être un vrai problème. Oui, ça va être un problème grave, parce que c'est le même problème qu'on a dans les inondations ou le niveau de la... effectivement, il faut laisser la place à l'eau dans les endroits où l'eau va monter. On ne pourra pas faire ériger des digues sur toutes les côtes françaises. Il y a des endroits où il va falloir accepter un retrait, accepter que la mer reprenne sa place, Donc effectivement, il va falloir travailler à ce moment-là avec des juristes, avec des aménageurs pour regarder qu'est-ce qu'on peut laisser comme place à la mer et dans quels endroits il va falloir fortifier pour être sûr de maintenir le niveau. Et certains spécialistes disent que la digue n'a jamais été une solution. Aux Pays-Bas, oui, mais justement, quand à la Bovis, vous parlez des Pays-Bas, là, c'est la panique aux Pays-Bas. Parce qu'en ce moment, le gouvernement néerlandais, il faut voir quand on est... Je ne sais pas ceux qui sont allés en Zélande, c'est le sud des Pays-Bas, de Zélande. Il faut voir ce que sont les digues des Pays-Bas. Attention, là, vous passez sous la digue, oui. Parce que ce sont vraiment des dizaines de mètres au-dessus de vous quand on se balade en voiture. Hein. Oui. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. C'est le pays des huîtres de Zélande. Mais là, la montée des eaux, l'érosion, c'est une chose. Alain Bovis, vous avez cité aussi la géostratégie, la géopolitique, la géostratégie des mers. 2 exemples. Vous avez cité, vous avez parlé du câble. Quand on voit la carte des câbles dans le monde, les câbles océaniques, parce que tout le monde pense que les communications, ça passe par satellite. C'est pas du tout ça, c'est par le câble, hein, y compris Wall Street. Hein. Alors ça, c'est une chose. Quand on voit la carte, la vraie carte, enfin la carte des câbles que l'on veut bien nous montrer, parce qu'il y a une autre carte, il y a d'autres câbles un petit peu plus discrets, un petit peu plus secrets. Je prends on est dans la géostratégie, on est dans l'intelligence économique, dans la communication, bien sûr. Ça, c'est le premier exemple. Après, je vais vous laisser partir tranquillement avec votre micro. La marine chinoise.
La marine militaire chinoise. Vous qui êtes un spécialiste des sous-marins. Alors, il est évident que chaque fois qu'il y a un point crucial, caractéristique, vital, d'un point de vue économique dans un coin, il va y avoir des menaces qui vont s'exprimer sur cet aspect vital. Les câbles sous-marins sont un enjeu géostratégique, à la fois pour ceux qui veulent perturber les communications et pour ceux, bien sûr, qui veulent protéger la continuité et la pérennité de ces communications. C'est la même chose pour les lignes maritimes. Il y a des lignes maritimes et des passages dans le monde qui sont des passages obligés. Je pense par exemple au détroit de Malacca, qui sont des passages obligés, qui sont des passages étroits et qui sont des passages où il est très possible de menacer le commerce, je ne dirais pas local, le commerce mondial, compte tenu de ce qui passe dans ces régions-là. Donc, Détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz, le détroit d'Ormuz, bien évidemment. Donc, il existe à la fois des enjeux vitaux, et ces enjeux vitaux génèrent naturellement des menaces de parties adverses. Que ce soit d'ailleurs des partis étatiques ou des partis privés, qui peuvent chercher à perturber ces transactions. Donc voilà, la situation est celle-là. Il y a des enjeux vitaux, il y a des menaces contre ces enjeux vitaux. Alors le problème de la Chine est extrêmement complexe. Si on regarde l'aspect militaire des choses, qu'est-ce qu'on voit? On voit un réarmement extrêmement rapide, et notamment dans le domaine naval, de la Chine. Ce réarmement inquiète beaucoup tous les voisins régionaux, y compris l'Australie, on en a eu l'illustration très récemment, qui eux-mêmes cherchent à s'armer pour se protéger contre ce qu'ils pensent être une menace impérialiste ou économique de la Chine lorsqu'elle se dote de tels moyens navals. D'un autre côté, si vous regardez la Chine, on essaie de se mettre, ce qui est très difficile, je le reconnais, dans la tête d'un Chinois, et notamment du premier d'entre eux, c'est un pays qui, de façon endémique, meurt de faim. C'est un pays, 40% de la population mondiale, 20% des terres agricoles. C'est un pays qui a besoin, ne serait-ce que pour survivre, des communications maritimes. Et comme il ne s'agit pas seulement de survivre, mais se développer, et qu'aujourd'hui, il y a 400 millions de Chinois qui ont un niveau de vie à peu près comparable au nôtre, et 1 milliard qui restent dans la pauvreté, le développement est vital. Et donc, pour se développer, ils doivent faire de l'industrie, ils doivent commercer, ils doivent gagner des devises et des ressources. Et donc, le commerce maritime est absolument vital. Vital pour survivre, vital pour se développer, vital pour maintenir la paix intérieure. Et donc, ce pays ne peut pas accepter d'être privé de ces lignes de communication maritime. Donc voilà, on a là tous les ingrédients d'une crise majeure que l'on voit se développer sous nos yeux et dont on ne sait pas ce qui va en advenir. Et là, je m'en remets à de plus grands spécialistes pour essayer d'analyser comment les choses pourraient évoluer. Mais on a vraiment les ingrédients d'une nouvelle guerre froide, ça on le sent venir, mais qui est une guerre froide qui est un petit peu particulière. Elle n'est plus idéologique, elle est vraiment économique. Et tout le monde se menace, tout le monde monte en tension de plus en plus. On peut espérer que dans ce contexte économique, l'affrontement direct soit très difficile, voire impossible, comme ça l'était au temps de la guerre froide nucléaire. Mais personne n'en sait rien. Et un accident est toujours possible. Mais justement, peut-être à Xavier de Lagorce, quand Alain Bovis parle du transport maritime, du commerce maritime, sous Magellan, on l'avait déjà compris, transporter par bateau, ça coûtait moins cher que par voie terrestre. Entre Magellan et Marco Polo, on a vu la différence.
Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Le transport maritime, il est primordial. Vous avez dit 80% et peut-être quelquefois à 97%. Et après, on reviendra sur la science, Madame de l'Écluse, Xavier de Lagorce. On se rend compte que ce transport maritime, ça n'a pas changé. C'est toujours moins cher que le transport terrestre et encore moins cher que le transport aérien. Donc c'est vital pour l'ensemble de l'économie mondiale. Moi, j'ai une expression très simple, parce que ces chiffres-là sont connus. Le transport maritime, c'est l'aorte de la mondialisation. Donc tout ce qui peut perturber d'une manière ou d'une autre le transport maritime est lourd de risques très, très graves le cas échéant. C'est l'aorte. Et sans aorte, le cœur ne bat plus. Et après, je vous en prie. Non, je voulais revenir d'un mot sur... On a très vite évoqué la Nouvelle-Calédonie. C'est un endroit qui m'est cher parce que j'y suis allé de nombreuses reprises, à des titres divers. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Et on a chez nous l'un des membres de l'Académie, c'est l'ancien haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie. Donc il connaît par cœur les problématiques du territoire. Il faut relier ça à des tensions dans l'Indo-Pacifique. Il faut se dire que, dans mon esprit, c'est la route de la soie, non pas à l'ouest, mais à l'est. Donc, plutôt à l'ouest. Et que si le référendum tournait à, comment dirais-je, changer la donne politique, on aurait réussi à se faire. Parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est pas seulement du nickel, c'est aussi une sorte de porte-avions comme ça qui est posé au large dans le Pacifique. Donc par rapport à nos zones de compétences, notre zone économique exclusive, c'est un enjeu majeur. Juste une petite réflexion sur ce qu'ont dit Pascal Deleuze et Alain Bovis. Moi, je suis président de l'Académie de Marine, parce que c'est comme ça, c'est un épiphénomène. Mais j'ai vraiment le sentiment d'être un pépiniériste de plantes rares. Vous voyez ? Vous êtes le nôtre de la marine. On va dire ça comme ça. Je suis un pépiniériste de plantes rares. Et c'est cette institution, c'est cette organisation qu'il faut sans cesse renouveler, renouveler le sang, trouver les compétences, et la complémentarité des compétences, de manière à ce qu'on puisse participer à la connaissance, je me répète, mais c'est fondamental, à la connaissance de l'océan et à la connaissance des enjeux maritimes. Quand j'ai quitté le secrétariat général de la mer, j'avais fait dans une très belle publication de la Marine nationale, j'avais trouvé cette expression que j'aimais bien. Demander aux chercheurs, faire parler l'océan. Faire parler l'océan. J'ai ça, notamment, je pensais à l'IFREMER, je pensais au CNRS, mais vous l'avez bien illustré. Et aujourd'hui, l'océan, si on l'écoute, il parle, d'une manière ou d'une autre. Donc, et c'est là où Cousteau s'était trompé, il faut continuer à parler du monde du silence. Oui. Alain Bovis, vous, l'ingénieur, on a parlé de ce transport maritime qui est vital, l'aorte, comme dit le président de Lagorce. Mais cette aorte, il faut la faire vivre avec notre époque. Donc, dépollution, décarbonisation, on est dans la motorisation. On parle de motorisation maintenant avec du gaz. Après, on parle aussi de l'hydrogène, peut-être plus tard. On a de plus en plus, parce que c'est vrai que ça existe, c'est la création française, et ça c'est bien. On a des start-up qui fonctionnent au transport vélique, le transport à voile. La motorisation, c'est vital dans ce transport pour l'environnement marin. Alors, d'abord, il faut savoir qu'à la tonne transportée, le transport maritime est de très loin le moins polluant de tous les modes de transport. Que ce soit l'avion, que ce soit le train, que ce soit peut-être la voiture à chevaux, c'est équivalent, mais soyons sérieux. Ceci dit, comme 80% voire plus du commerce mondial se fait par voie maritime, au total, le transport maritime émet des polluants de façon tout à fait significative.
Et il faut donc les réduire. Alors, sur un certain nombre de polluants, l'OMI, l'Organisation maritime internationale, s'est attachée à édicter des règles qui entrent progressivement en vigueur depuis quelques années pour réduire les composés soufrés, pour réduire les composés azotés dans les émissions. Bon. Mais aujourd'hui, il y a un autre problème, c'est le CO2. Et les hydrocarbures qui sont utilisés traditionnellement dans la propulsion des navires émettent des hydrocarbures. Enfin, leur combustion émet des hydrocarbures, émet du CO2. Donc il faut s'attaquer à ce problème et c'est aujourd'hui un des enjeux majeurs du transport maritime. Alors, aujourd'hui, on a une première révolution qui est en train de se développer. 15 à 20% des navires en commande aujourd'hui sont équipés pour fonctionner au gaz naturel liquéfié, au méthane, parce que le méthane, c'est une chaîne carbonée très courte, et que donc, d'abord, il est pur, il n'émet pas d'autres polluants, et en plus, en CO2, il émet 20 à 30% de moins de CO2 que les fuels normales. Donc ça, c'est une première évolution, elle est en cours. Elle est en train de toucher tous les secteurs de la construction navale et du transport maritime. Mais ça ne suffira pas. 30% de réduction du CO2, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est 2050, neutralité carbone. Hein, et que ce soit pour le transport maritime ou que ce soit pour tout autre domaine industriel. Et donc, pour arriver à cette neutralité carbone, il va falloir inventer autre chose. Alors, bien évidemment, la solution simple pour qui a fait 2 heures de chimie, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, il n'y a pas de carbone et ça brûle très bien et ça fournit de l'énergie. Sauf que l'hydrogène, on n'en trouve pas dans la nature, en tout cas pas pur. Il faut le produire. Alors, toute la question, c'est comment le produit-on? Pour le produire, il y a des méthodes sales et il y a des méthodes propres. La méthode propre, c'est par l'électricité et l'électrolyse. Bon. Mais ça renvoie le problème sur une autre chose, c'est comment produit-on l'électricité. Bon. En tout cas, par ailleurs, utiliser l'hydrogène pur, en tout cas pour le transport maritime, ce n'est pas une option qui aujourd'hui est considérée comme réaliste. Par contre, ce sur quoi travaille aujourd'hui... Mais pourquoi ce n'est pas considéré comme réaliste? Parce que c'est à très faible densité l'hydrogène, donc densité énergétique, densité tout court, c'est très faible. Il en faut des énormes quantités. Liquéfier l'hydrogène, je ne vous dis pas, c'est quasiment le porter au zéro absolu. Donc tout ça, c'est industriellement pas réaliste. En revanche, ce qui est aujourd'hui et ce sur quoi travaillent nos industriels, c'est sur une chaîne vertueuse. Une chaîne vertueuse qui consisterait à brûler du méthane ou du méthanol dans des moteurs qui existent déjà aujourd'hui, récupérer le CO2 émis par ces moteurs, créer de l'hydrogène par ailleurs, recombiner hydrogène et CO2 et refaire du méthanol. Et donc c'est un cycle fermé, on ne crée plus de nouveau CO2, on réutilise du CO2 déjà existant, et avec ça, on obtient une efficacité énergétique satisfaisante pour maintenir un transport qui ait un certain sens. C'est une option. Il y en a d'autres avec d'autres types de fuel, de l'ammoniac ou autre solution encore. Mais le problème n'est pas simple. Hein. S'il y avait une solution miracle, je crois qu'on le saurait et on l'appliquerait déjà depuis longtemps. Et toute solution a forcément des inconvénients. Le problème de l'hydrogène, c'est qu'il faut en faire des quantités phénoménales. J'entendais un chiffre récemment. Vous savez que pour faire de l'acier, on élimine l'oxygène qui se trouve dans l'oxyde de fer en brûlant cet oxyde de fer avec du carbone. Et donc, on émet, les aciéries sont une des sources de CO2 essentielles, principales dans le monde. Remplacer le carbone par de l'hydrogène dans ces procédés-là, en France, et on n'a plus beaucoup d'aciéries pourtant en France, mais ça nécessiterait peut-être une dizaine de tranches de centrales nucléaires de type EPR uniquement consacrées à ça.
Donc vous voyez que la solution hydrogène n'est pas une solution tout à fait évidente, parce que l'hydrogène a besoin d'électricité et qu'on reporte le problème sur la production d'électricité par ailleurs. Voilà, donc on réfléchit aujourd'hui, on travaille à ces problèmes-là dans tous les domaines, des laboratoires, des industriels, cherchent des solutions. Mais encore une fois, la solution se doit d'être globale. Il faut regarder le cycle du début jusqu'à la fin pour en conclure que oui, c'est intéressant d'un point de vue écologique ou non, ça représente un effort considérable et il n'y aura pas de résultat écologique à la fin. Voilà le genre de sujets absolument passionnants qui sont vos sujets, parce que c'est vous qui allez trouver les solutions et votre génération, mais on y travaille. Oui, c'est ce que je voulais dire, vous y travaillez quand même un petit peu quand même. Hein, oui, bien sûr. Bah oui. Madame de l'Écluse, vous, c'est l'océanographe, la physicienne. On dit toujours que l'océan, les mers, le fond des mers, des océans, on ne connaît que 10% de la vie. C'est-à-dire qu'on ignore 90%, c'est vrai ? Oui. Le fond des océans demeure quasiment inconnu. La vie, c'est les poissons, les mammifères marins, les plantes, je ne sais pas, le plancton, etc. La vie, la vraie vie, on ne connaît que 10% seulement encore aujourd'hui. Moi, j'étais frappée quand il y a eu les dernières missions océanographiques dans l'océan Pacifique, où on a commencé à regarder tout ce qu'il pouvait y avoir, faire des bilans de ce qu'il y avait dans les eaux de surface. On en connaît effectivement très très peu. Et au fur et à mesure qu'on met des filets à plancton dans l'océan, qu'on ramasse des échantillons, on se rend compte qu'il y a toute une diversité de vie qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais explorée. Et l'océan reste le grand inconnu. Et cette vie est en fait une vie extrêmement mobile. Elle évolue et elle évolue sous nos yeux parce qu'on est en train de modifier la composition chimique de l'océan, la quantité de CO2 qu'on a dans les eaux de surface, dans les eaux profondes et tout. Et la vie a cette faculté extraordinaire de s'adapter, de changer et tout. Donc on a des écosystèmes marins que non seulement on découvre parce qu'on ne les connaissait pas beaucoup, et sous nos yeux, on les voit se transformer. On voit des niches écologiques qui disparaissent, qui étouffent, et on voit des nouvelles espèces qui arrivent et qui s'adaptent à cet environnement. Deux exemples, les barrières de corail, problème avec la pollution, et je donne le deuxième exemple, je vous demandais de les traiter, les déplacements, je dirais, de bancs de poissons. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut pêcher du maquereau en Islande. Avant, ce n'était pas possible. Et peut-être que aussi au large des côtes bretonnes, maintenant, on trouve des poissons pas tellement tropicaux, mais enfin qui viennent d'ailleurs. Qui viennent de bleu et qui remontent, oui. Oui, ça, on commence à avoir des observations bien établies là-dessus. Effectivement, le réchauffement des couches de l'océan est manifeste et on voit migrer vers le nord des espèces qui étaient beaucoup plus au sud et qui sont en train d'envahir de nouveaux territoires. Donc il faut adapter la pêche, il faut adapter les engins également de pêche parce qu'on ne les pêche plus aux mêmes profondeurs. Donc ça oblige à revoir des systèmes entiers de l'économie en fonction de ces changements. L'Institut océanographique de Paris-Monaco, spécialiste du corail, et entre autres, il y a toute une étude sur les coraux. Votre laboratoire du CNRS, qui est un laboratoire du CNRS pour les coraux, je vous le dis, est à Moorea, au Pacifique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, quand on les appelle là-bas, je pense qu'ils ne seront pas très malheureux. Mais enfin, il y a beaucoup de travaux sur les coraux, et grâce à vous, le CNRS, on s'aperçoit que oui, il y a du corail qui meurt, mais avec des boutures, on peut faire revivre le corail, par exemple. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais actuellement, quand même, le gros signal du blanchiment, le blanchiment du corail, dont on pense qu'un des facteurs principaux serait effectivement la température, mais pas que la température. Il y a également toute la modification de la composition des eaux de mer qui joue et qui rentre en jeu là-dessus, parce que le corail n'est pas seul, il est symbiotique avec tout un tas d'autres organismes marins, avec des petites algues, donc il faut en tenir compte. Donc le fait de voir le corail disparaître, c'est vraiment une catastrophe pour ces écosystèmes-là, mais effectivement, on commence à comprendre comment le corail se forme, comment il joue avec tout son écosystème en symbiose, et on est capable d'essayer de le reproduire en culture.
Merci. Mais ça reste de la science. Oui, quand on pense qu'il manque 90% de la connaissance, c'est énorme. Je ne vais pas vous demander de nous parler des copépodes, sinon vous allez appeler Michel Ignette qui va nous faire un cours. Mais vous, Alain Bovis, l'économie bleue, la protection de l'environnement, si on parlait des énergies marines renouvelables, vous avez parlé du nucléaire tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une réalité, ces énergies marines renouvelables. Ça fait partie de l'économie bleue. Les principes applicables pour récupérer de l'énergie des mers, on les connaît bien. Il y en a beaucoup de moyens différents. C'est l'énergie de la houle, c'est l'énergie des courants marins, c'est l'énergie thermique, la différence de température entre la surface et le fond à 1000 mètres de fond. Tous ces systèmes-là, sur le papier, fonctionnent très bien. En tout cas, la théorie est indiscutable. Après, il faut les mettre en œuvre. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a encore quelques années, tous ces systèmes étaient un petit peu sur la table et beaucoup de monde s'agitait là-dessus. Aujourd'hui, il semblerait qu'on se concentre un petit peu sur une technologie qui est l'éolien. Bon, il y a aussi un petit peu de solaire en mer, dans la mesure où la mer offre des très grandes surfaces disponibles, pense-t-on. Mais c'est surtout sur l'éolien en mer. Alors, l'éolien en mer est aujourd'hui déjà très développé, notamment en Europe du Nord, en Allemagne, au Danemark, en Écosse. Il y a de grandes fermes d'éolien. Donc, technologiquement, on maîtrise. Je dirais même presque économiquement, on maîtrise les prix au kilowattheure. Depuis un certain nombre d'années, ont considérablement baissé et on peut dire qu'économiquement, aujourd'hui, c'est une technologie compétitive. Simplement, couvrir les littoraux d'éoliennes, alors... Ça ne va pas le faire, hein. Ça ne va pas le faire. En mer du Nord, je vais être méchant, c'est moche, donc on risque rien. Mais sur nos côtes bretonnes ou normandes, il y a aujourd'hui pas mal d'oppositions qui s'élèvent là-dessus. Mais pardonnez-moi, il y a éolien fixe et éolien flottant. Alors, effectivement, l'idée, c'est de rejeter un peu plus loin en mer les éoliennes. Alors, comme la profondeur augmente, on ne peut plus les fixer au fond, donc on doit imaginer des systèmes d'éoliennes flottantes, ce qui technologiquement est quand même un petit peu plus compliqué. C'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Je crois que la politique pluriannuelle de l'énergie prévoit un certain nombre de champs à développer dans la décennie en France. On n'est pas très en avance là-dessus, mais enfin, c'est lancé. Bon, on verra bien. En tout cas, les problèmes technologiques restent à résoudre. On n'a pas d'expérience là-dessus, ou très très peu. Il y a une seule éolienne flottante prototype et de petite dimension qui a été testée à Saint-Nazaire. Hein. C'est la seule expérience aujourd'hui que l'on ait, au moins en France. Lorsqu'on va laisser à 30-40 km des côtes ce genre d'engin en espérant qu'il va survivre pendant une trentaine d'années malgré tout ce qui peut arriver en termes d'état de mer, de tempête ou autre, avec une maintenance qui doit rester raisonnable et abordable. Donc tout ça reste à éclaircir. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que oui, c'est la solution, on va développer ça de façon gigantesque. Il faut qu'on fasse notre expérience là-dessus. Comme dans les années 70, on a fait notre expérience avec les plateformes offshore. On a construit, notamment en mer du Nord, à l'époque, un certain nombre de plateformes offshore qui, au bout d'un certain temps, ont commencé à se casser les unes après les autres. Simplement, on avait mal appréhendé le dimensionnement. On avait dimensionné ces plateformes pour résister à ce qu'on appelait la vague centenaire, c'est-à-dire une vague dont la probabilité était d'arriver une fois par siècle, et on s'est aperçu qu'elle arrivait quasiment tous les ans. Donc il a fallu redimensionner tout ça, et on a résolu les problèmes. Hein. Maintenant, les plateformes offshore... Et les hydroliennes, parce qu'il y a des tests en Angleterre sur l'hydrolienne. Alors l'hydrolien,
C'est encore un peu plus compliqué, parce que l'hydrolien, ça doit fonctionner sous l'eau. Et sous l'eau, c'est très compliqué. Il y a des problèmes en plus de corrosion, il y a des problèmes de tenue mécanique, c'est un peu plus difficile. Et le problème, c'est que là encore, comme il faut un minimum de vent pour qu'une éolienne soit rentable, si j'ose dire, il faut un minimum de courant pour qu'une hydrolienne soit rentable. Et en Europe, il n'y a que 2 sites qui ont ces caractéristiques-là, un en Écosse précisément, oui, et un autre près de Cherbourg en France. Le rat Blanchard. Le rat Blanchard, pour ceux qui connaissent. Courage pour y naviguer. Voilà. En dehors de ces 2 sites, on peut toujours faire des hydroliennes, mais avec une complexité technique énorme et un rendement relativement faible et décevant. Et voilà. Par ailleurs, aujourd'hui, bien placé pour savoir, Naval Group, justement, s'était lancé dans une exploitation d'hydroliennes, enfin, une recherche technologique d'hydroliennes au rat Blanchard. Des problèmes technologiques ont été rencontrés. Pour les résoudre, il aurait fallu investir des quantités de R&D énormes que, honnêtement, le marché ne justifiait pas. C'est pour ça que Naval Group s'est retiré de cela et que le projet a été abandonné. Donc voilà, là encore, il y a un effort technologique à faire, un investissement considérable à faire. Encore faut-il avoir une idée de ce que sera le marché derrière et le retour sur investissement pour l'industriel qui le fait. Alors si c'est l'État qui paye tout, c'est une autre question, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On n'y est pas. Question géostratégique, Pascal Delécluse, concernant la submersion. On a parlé de submersion, les villes auront les pieds dans l'eau, etc. Mais attention, dans le Pacifique et ailleurs, ce sont des îles qui vont être submergées. On va connaître donc une migration climatique. Là, on est aussi dans le futur, l'environnement marin et la géostratégie et l'économie. Ça, c'est une réalité. Est-ce que cette réalité, aujourd'hui, elle est prise en compte ? Les migrations climatiques marines, je veux dire. Le réflexe qui vient de me dire, qui me vient à l'esprit, c'est de dire, bon, il y a des îles du Pacifique qui, effectivement, vont être submergées. Mais ces îles du Pacifique, à la limite, le nombre d'habitants concernés n'est pas énorme. Non. Le problème est terrible pour eux, mais ça représente quelques milliers de personnes, c'est gérable. Mais quand on regarde du côté de l'Asie, quand on regarde du côté de l'Inde, quand on regarde du côté des baies qui déjà aujourd'hui sont les pieds dans l'eau et sont victimes des cyclones qui régulièrement s'abattent sur eux, quand on regarde Delhi ou d'autres, Calcutta et tout, là c'est tout de suite des millions de personnes qui vont être impactées par le changement climatique. Donc il y aura des migrations de population et on commence à en parler, mais c'est toujours extrêmement compliqué parce que si certains se réfèrent à l'aide internationale pour essayer de gérer ces problèmes-là, d'autres pays ne veulent pas d'ingérence et cherchent à les régler en eux-mêmes. Donc diplomatiquement, socialement, c'est très très compliqué. Et j'ai une question pour vous deux, Pascal Delécluse, Alain Bovis. On nous parle beaucoup des routes du pôle. Alors, quid ? Oui. Vrai, pas vrai, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Est-ce qu'on va attaquer l'environnement Mais c'est une question que je vous pose à tous les deux. Donnez-moi votre version chacun. Différentes sections de l'Académie de Marine. Physiquement, ce que l'on constate, c'est que chaque année, la couverture en glacé polaire diminue. Donc, pendant des décennies, c'était impraticable de passer le pôle Nord parce que le pôle Nord était toujours englacé. Depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il y a des chenaux qui commencent à s'ouvrir à l'est comme à l'ouest et qui permettent de contourner l'amas de glace du pôle Nord. Donc, on sait que les eaux polaires vont devenir libres de glace.
avec bien sûr des changements écologiques énormes, puisque toute la chaîne écologique des eaux qui n'avaient jamais connu la pénétration du rayonnement solaire vont connaître cette pénétration, donc ça va modifier les écosystèmes, ça va modifier effectivement également les animaux qui habitent dans le coin, par exemple les ours, mais aussi les populations inuites qui ont l'habitude de vivre là. Donc ça a des conséquences énormes. Ça va ouvrir des possibilités incroyables au niveau de l'exploration des fonds marins aussi, puisque des zones qui étaient inaccessibles vont se retrouver accessibles. Donc après, est-ce qu'on y va ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Le choix, il est à ce moment-là économique et politique. Mais nous, en tant que physiciens, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, les chenaux vont être ouverts. Et l'ingénieur, que dit-il? Ça vaut le coup ou pas au niveau de la navigation? Alors, au niveau de la navigation, alors, ça intéresse beaucoup les Chinois. Parce que Shanghai-Rotterdam, par la route du Sud, ça doit être quelque chose comme 28 000 km. Par la route polaire, c'est 15 000 km. Donc, ça réduit considérablement la distance et donc les temps de trajet, etc. Et d'ailleurs, ils ont déjà fait quelques transports par cette route-là. Chez nous, en France, notre grand transporteur, troisième transporteur mondial de conteneurs, CMA-CGM, a dit qu'il ne se développerait pas sur cette route-là. Pourquoi? Oui, certes, la glace va se retirer au moins une partie de l'année, et donc, en théorie, on peut passer par là. Ceci dit, c'est une route qui reste une route extrêmement risquée. Il n'y a aucun port sur cette route. Il n'y a aucun moyen de maintenance. Vous avez une avarie au milieu de l'Arctique, qui va venir vous secourir? On est au nord magnétique, là. Hein. Oui. Donc, ça demande à équiper des navires de façon extrêmement complexe, extrêmement complète. Et finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est pas démontré. Et en tout cas, je vous dis, le meilleur exemple, c'est CMA-CGM qui a dit non, moi, ça ne m'intéresse pas de passer par cette route-là. Ils avaient même retrouvé les livres de bord de commandants de marine marchande d'avant-guerre qui s'étaient risqués. Ils avaient repris ces livres de bord, et justement dans une grande conférence qui s'était tenue à l'Amphifoch, à l'école militaire, j'ai dit pas question, ça ne nous intéresse pas du tout. Moi j'ai une dernière question avant de passer la parole et poser une question au président de la Corse. On a parlé de science, on a parlé d'économie, on a parlé d'environnement, on a parlé de stratégie, de géopolitique pendant une heure. Tout ça, il y a le politique, il y a les élus locaux, il y a le fonctionnement des États, des régions, etc. Et que ce soit pour les scientifiques, que ce soit pour les politiques, que ce soit pour nous-mêmes, il faut de l'argent. Est-ce que l'argent bleu existe? Monsieur Bovis. Là, vous me déstabilisez. Là. Ah non. Bon, on n'avait pas préparé ensemble, hein. Mais il faut bien de l'argent. Est-ce qu'il y a des financiers bleus? Est-ce qu'il y a des investisseurs bleus, des gens qui sont spécialistes de la mer et qui sont des financiers, des grands argentiers? C'est comme dans tous les domaines. Prenez l'exemple de l'espace. Il y a quelques décennies, l'espace, c'était le domaine des États. Et encore, des États, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Les États-Unis, l'URSS à l'époque, et un peu l'Europe. Aujourd'hui, ce sont des entrepreneurs privés qui se lancent dans l'espace. Les Elon Musk et autres milliardaires qui financent aujourd'hui la recherche, qui financent les investissements industriels et qui prennent en main la conquête de l'espace. Pour ce qui est de l'océan, je pense qu'on assistera sans doute au même domaine. Aujourd'hui, il faut que les États s'y investissent. Il faut que les États s'y investissent dans tous les domaines. Les grands fonds, c'est les États qui vont investir là-dedans. Tout ce qui est connaissance, recherche, protection de l'environnement, c'est aux États de le faire. Mais je suis sûr que dans quelques années, aller exploiter des nodules polymétalliques dans le Pacifique, ce seront des intérêts privés qui le feront. J'espère réguler par tout ce qu'il faut pour que ça se passe de façon acceptable. Mais ce n'est pas les États qui vont organiser cette industrie-là. Donc, l'investissement privé, il arrivera, et il arrivera dès qu'un retour sur investissement sera envisageable.
en attendant, et parce qu'il faut avancer, et parce qu'on a des défis à relever, c'est aux États de le faire. Merci Alain Bovis, c'était la question au chef d'entreprise. Merci à Pascal Delécluse. On va passer aux questions de la salle avec une remarque. Président de la Gorse, en 1 heure, avec tous ces sujets que nous avons abordés, c'est ça l'Académie de Marine. Oui, c'est ça l'Académie de Marine. Moi, ce que je souhaiterais simplement, c'est que, et très modestement, c'est qu'à travers ces échanges, on puisse être convaincu qu'il y a des savants, il y a des sachants et des savants qui réfléchissent à tous ces problèmes majeurs. Et que ces savants et ces sachants, il faut que la mer soit un lien intergénérationnel. Il y a des savants, des sachants qui ont une expérience, un savoir, etc. Il faut le mettre au profit des nouvelles générations et répondre aux attentes des nouvelles générations. Apaiser leurs inquiétudes s'il y en a, répondre à leurs questionnements. Donc il y a une solidarité intergénérationnelle qui peut jouer à travers la mer et à travers la connaissance de la mer et la connaissance des enjeux de la mer. Et ça, c'est notre mission, en quelque sorte, c'est notre responsabilité. Merci à vous, Président de la Gorse. On va passer aux questions de la salle. 2 micros pour vous. Alors, s'il vous plaît, vraiment question, pas remarque et réflexion. Oui, je me souviens à l'époque, quand j'étais à Matignon avec Xavier de la Gorse. Non, vraiment question, s'il vous plaît. Alors, on commence par quelques questions, effectivement. J'en ai 3 qui se recoupent pas mal. L'Académie de Marine rassemble un très grand nombre de spécialistes de maritime et des océans, mais comment est-ce qu'elle utilise ses compétences pour remplir sa mission d'étude et de diffusion des connaissances? Une autre question sur le même thème, l'Académie de Marine est-elle simplement un lieu d'échange entre divers acteurs du maritime ou bien mène-t-elle ses propres travaux ou actions? Peut-elle vraiment influencer les stratégies? Et 3e question sur le même thème, a-t-elle un rôle d'influenceur dans la stratégie maritime nationale? Alimente-t-elle les décisions au plus haut niveau? Bref, quel est son business model? Êtes-vous l'éminence grise, Monsieur de la Gorse, Président? Êtes-vous l'éminence grise? C'est ce qu'on vous demande. Oui, mais encore une fois, je le dis au pluriel. Une académie comme celle-là, mais c'est vrai de l'Académie de l'air et de l'espace, c'est vrai de toutes les académies savantes, de toutes les sociétés savantes. C'est un puits de science au pluriel. Ce n'est pas la science aux sciences purement scientifiques, c'est la science au pluriel. Et que c'est cette science qu'il faut comment dirais-je, c'est ce gisement de science qu'il faut exploiter, que nous exploitons et que nous cherchons à exporter, à ouvrir les fenêtres. Une académie savante, c'est par définition une maison un petit peu, elle n'est pas secrète, elle n'a rien de secret, mais elle vit dans son monde de scientifique au sens le plus large. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus, en 2021, il faut, compte tenu des enjeux et compte tenu de la dimension communication que nous connaissons tous dans tous les domaines, et à travers tous les réseaux traditionnels ou plus contemporains, il faut qu'on participe de cette diffusion. Voilà, c'est ça pour moi l'enjeu. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce à quoi le président de la République, d'ailleurs, a souligné, nous a remercié. Il dit continuez. Je reprends son expression, aller au large et même vers le grand large. Et bien on est parti comme ça. Comme la compagnie Ponant, dont je salue le fondateur. Jean-Emmanuel Sauvé, bonsoir. Voilà, on a largué les amarres pour les questions. Une question peut-être sur les copépodes pour Pascal Delécluse, non? Bonsoir, Lucas Grévaux, étudiant en histoire-géographie. Alors, d'abord, je vous remercie pour cette conférence. Elle a soulevé de nombreux enjeux, tous passionnants. Et vous avez notamment abordé la question climatique. Et vous avez, c'est les mêmes échos que ce qu'on peut entendre dans les médias. Il semble que même si aujourd'hui, miraculeusement, tous les pays se mettaient d'accord, mettaient de côté leurs différences diplomatiques et économiques, il serait sûrement trop tard. Alors, je vous le demande parce que, honnêtement, c'est une question que je me pose réellement. Quels sont les motifs d'espoir? Pourquoi est-ce qu'on devrait encore y croire?
Merci. Madame Delécluse. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai... Non, je pense que c'est extrêmement important de conserver l'espoir. Ça passe. Allez-y, allez-y. Si? Oui, c'est bon. Oui. Non, je pense que c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique, le réchauffement climatique est important, a vraiment continué sur sa lancée et qu'aujourd'hui, 90% de la chaleur du réchauffement est emmagasinée dans l'océan. C'est les conséquences du réchauffement climatique, on commence à les appréhender, on commence à les voir, mais je pense que l'humanité a des capacités d'adaptation extraordinaires. Je pense qu'il faut arriver à s'adapter en tenant compte que le réchauffement va continuer, mais que ça voudra dire qu'il va falloir trouver des nouveaux tournants, des nouvelles manières de gérer l'humanité, de gérer une société, parce qu'on ne pourra pas rester avec nos façons de faire, avec les moules tels qu'on les a aujourd'hui dans nos sociétés. Donc on a beaucoup à bâtir et à réfléchir sur le futur, et on peut le faire ensemble. Merci à vous, Pascal Delécluse. Une autre question ? Une question ici. Philippe Henrat, section Histoire, Lettres et Arts. Pardonnez-moi d'être iconoclaste. Il y a quelques années, l'Académie avait organisé un voyage au Canada. J'y ai participé et l'avion passait au-dessus de la pointe sud du Groenland. J'ai regardé par le hublot et j'ai vu de la glace, de la glace, de la glace. Et je me suis rappelé qu'il y a 800 ou 900 ans, il y avait là, au même endroit, des villages, des fermes, des pâturages, des champs cultivés. À la même époque, la vigne poussait en Angleterre et en Irlande. Alors, j'en viens à me demander si ce réchauffement climatique qu'on nous présente comme un cataclysme inédit n'est pas tout compte fait un retour au statu quo du XIIe ou du XIIIe siècle. Bon, Vous avez de la chance ce soir, Pascal Delécluse, hein, c'est pour vous les questions. Oui, oui. Bon, l'épisode chaud médiéval, effectivement, est bien documenté. Maintenant, il faut vraiment faire la différence entre un signal dont on doit démontrer qu'il est mondial, parce que je ne pense pas que ce signal, à cette époque-là, était mondial, d'un signal qui est aujourd'hui de réchauffement climatique, qui vraiment couvre toutes les régions du monde, et on peut démontrer qu'il est mondial. Alors, on est capable, comme je dis, je pense qu'on est capable de s'adapter à tout. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le changement se fait vite et nous demande de modifier des habitudes qu'on a inscrites dans des générations et tout. Bon, la France, par exemple, suit... donc, si le signal de réchauffement climatique est de l'ordre de 4 degrés, eh bien, la France, en gros, elle en aura en moyenne 2 degrés. 2 degrés... Ça ne semble pas énorme, et pourtant 2 degrés, c'est un chiffre qui demande de revoir ce que l'on va faire comme agriculture, comme foresterie, donc ça va modifier les activités sur l'ensemble du territoire. Il faudra en tenir compte. Les régimes hydrologiques vont également changer, donc il faudra en tenir compte. Et tout ça, ça demande des solutions d'adaptation qui se construisent sur des dizaines d'années, parce qu'il faut du temps pour y arriver. On ne change pas les terres comme ça, on est obligé de changer les gens, les mentalités, les sociétés pour le faire. Voilà, il est l'heure un peu dépassée, mais tout de même une dernière question qui nous vient de nos auditeurs distants. Pourquoi l'Académie de Marine ne fait-elle pas partie de l'Institut France ? Si on est dans les questions qui fâchent. Non, ça ne fâche pas du tout. On nous l'a demandé, on l'a dit pas maintenant. Si, moi j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer à l'Académie de Marine, président de la Gorse ? Il faut être candidat. Il faut être méritant. Voilà. Mais là, je m'adresse à des jeunes, parce que les anciens, ils connaissent. Voilà. Mais juste pour terminer, c'est une très belle institution, c'est une très belle organisation qui a un potentiel formidable. Et en vous quittant, je vais retourner dans ma pépinière.
Merci à vous, Xavier Delagorce, président de l'Académie de Marine. Merci à Pascal Delécluse. Et merci à Alain Bovis, le vice-président. Voilà, je vous demande encore une minute, simplement pour vous rappeler notre prochain mardi de la mer, l'aquaculture, une clé de l'alimentation humaine demain, mais laquelle? Avec Benoît Vidal-Giraud, expert des filières des produits de la mer, c'est le 23 novembre ici. Et puis je voudrais, en votre nom à tous, remercier encore l'Académie de Marine et ses représentants ici, ainsi que José-Manuel Lamarque, de nous avoir ainsi montré comment l'Académie de Marine, c'est un triple salto que l'on fait jour après jour. Donc merci à l'Académie de Marine et aux académiciens de savoir faire et de nous apprendre à faire ce triple salto. Merci. Merci Eudes.